OK Business, les spécialistes de la transaction de commerce et d'immobilier d'entreprise qui accompagnent les entrepreneurs dans le développement de leurs projets. Présente Sud Radio, Osez entreprendre, Thomas Binet. Bonjour Thomas, comment Bonjour ça va Laurence. ce matin? Très bien Laurence. Bon, au sommaire d'Oser entreprendre, on vous écoute. Eh bien écoutez, vous vous souvenez Laurence des chaussures Ben Simon? Ça me dit quelque chose. Eh bien, oui. on va raconter leur saga cette semaine. Et puis ensuite on va parler des jeunes face à leur avenir. Et pour en parler, on reçoit Christelle Mercier qui est présidente du groupe L'Étudiant. Et puis on va terminer avec notre avocate Caroline Laverdé qui va nous parler de l'arnaque aux faux clients. Imaginez, on va voir ça. Allez, on commence justement avec votre saga de la semaine, Thomas, en partenariat avec le magazine Entreprendre. Cette marque de vêtements Ben Simon donc. Comment tout a commencé pour cette marque que connaissent très bien de nombreux Français? Eh bien Laurence, tout a commencé en 1979 alors que les frères Serge et Yves Ben Simon ont l'idée à ce moment-là de diversifier leur petite boutique de prêt-à-porter. Ils partent à la recherche de surplus militaires et tombent sur des stocks de tennis blanches. Mais au lieu de les vendre tels quels, ils décident de les teindre dans différentes couleurs. Et là, le succès est absolument immédiat. Voilà, c'est très malin. Alors comment ces tennis blanches ont-elles réussi à se faire une place dans l'histoire de la mode? C'est grâce à des personnalités comme Jane Birkin et Charlotte Gainsbourg qui les portent à l'époque. Les tennis Ben Simon deviennent rapidement un incontournable de la mode. Ces chaussures simples, à la fois décontractées et élégantes, sont désormais un véritable symbole de la mode. Le vermillon notamment devient une couleur phare du modèle original à lacets. Alors, quelle a été la suite de cette aventure pour la marque? Après le succès des tennis, les frères Ben Simon diversifient leur activité. On est en 1986 et ils décident d'ouvrir leur première boutique dans le Marais. Puis dans les années 90, ils lancent des concept stores et même des parfums. La marque devient une référence avec plusieurs gammes pour tous les âges et même une collection pour hommes, le tout avec un marketing soigné qui fait de Ben Simon une véritable icône de style. Icône, et aujourd'hui, à quoi ressemble la marque, Thomas? Mais Ben Simon continue de se développer et d'innover. La marque compte 36 boutiques et poursuit son expansion. La marque continue également de proposer ses collections de mode et de tennis iconiques disponibles sur leur site officiel. Tout se modernise. Voilà, tout se modernise. On passe à votre témoin de la semaine. Nous sommes avec Christelle Mercier, présidente de L'Étudiant. Créé en 1972 déjà, L'Étudiant est devenu un média référent d'information sur l'orientation et la formation destinée aux 15-25 ans. Bonjour Christelle Mercier. Bonjour Laurence. Christelle Mercier, on va parler dans un instant du groupe L'Étudiant, mais avant toute chose, comment percevez-vous, puisque vous êtes à un poste d'observation, Laurence vient de le rappeler, 1972, donc on a quand même le temps derrière nous pour pouvoir évoquer ces différentes générations qui sont passées devant vos yeux. Comment cette jeunesse française évolue et comment vit-elle ces moments qui sont quand même troubles depuis quelques années? On a tous en mémoire que la Covid est passée par là, et puis l'inflation, les difficultés de logement pour les jeunes, et aujourd'hui quand même ces guerres qui sont à nos portes. Comment vivent-ils? Aujourd'hui, alors grâce à nos panels propriétaires, on a l'occasion de pouvoir faire des sondages régulièrement et de les interroger. Donc les jeunes sont inquiets de l'avenir. Inquiets de ce qui se passe dans le monde, que ce soit pour la planète, l'économie, les guerres, l'orientation, choisir leur avenir. Donc ils sont très inquiets de ce qui se passe dans le monde, y compris de l'IA qui bouscule les choses. L'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle qui va peut-être faire disparaître des métiers pour lesquels ils rentrent dans des parcours de formation. Donc ils sont inquiets de ce qui se passe dans le monde, ils ne sont pas rassurés. Et donc inquiets, Christelle Mercier, également pour leur avenir professionnel, c'est ce que vous nous dites ce matin. Tout à fait. Alors justement, comment aborde-t-il cette problématique? Parce que ces remises en cause de situations font que, par définition, on est tous passés par là, on a eu leur âge, et à un moment donné, on se demande vers quoi on doit s'orienter. Justement, comment appréhendent-ils cette manière de faire? Les jeunes sont également stressés pour leur avenir dans les choix d'orientation, et ils sont convaincus aujourd'hui que de faire un choix d'orientation essentiellement après le bac va inscrire et va leur donner déjà une orientation pour leur avenir. Alors qu'aujourd'hui, on sait que tout est ouvert et qu'on peut rebondir derrière, mais ils sont très inquiets du choix de leur orientation, en fait. Et le système éducatif en France est complexe. On va en parler dans un instant, mais dans le même temps, c'est quand même une génération assez audacieuse. On voit, alors, c'est pas par rapport à votre activité, mais on le voit par ailleurs. Il y a des start-upers, il y a plein de jeunes qui se lancent, qui deviennent auto-entrepreneurs. On n'en a jamais eu autant. Donc, il y a deux France, là, peut-être, sur aussi cette génération. Oui, il y a des jeunes très dynamiques et qui font aussi des choix d'épanouissement personnel. C'est-à-dire que
ils veulent travailler dans des secteurs qui ont du sens pour eux. Et donc là, ça se développe de façon importante. Et ce qui est aussi une évolution, c'est que les jeunes vont mettre leur épanouissement. Dans le dernier sondage qu'on a fait, c'est 3 jeunes sur 4 qui mettent leur épanouissement personnel avant tout dans les choix, pour construire leur choix d'orientation avant même le salaire et l'emploi. Alors justement, vous en avez parlé, vous avez commencé à en parler. Est-ce que l'orientation est une problématique française en fait ? Oui, l'orientation est une problématique française. En France, on a un système éducatif qui est très complexe. Oui. On a besoin de décodeurs et justement l'étudiant joue ce rôle de décodeur et de clarté auprès des jeunes et de leurs familles. Donc oui, le système éducatif en France par rapport aux autres pays est très complexe. C'est une jungle. Voilà, il y a beaucoup de formations, beaucoup de... Mais c'est complexe aussi pour les écoles, notoirement. Oui. Parce qu'on a tout professionnalisé. Beaucoup de normes sont passées par là. Donc, est-ce que c'est pas tout ça aussi qui a complexifié l'approche ? Tout s'est complexifié, voilà, tout s'est complexifié. La diversification de l'offre de formation, les nouveaux métiers, les métiers qui disparaissent. Donc tout ça, faut s'adapter pour faire en sorte que la jeunesse se forme à l'évolution du monde. Donc oui, les jeunes ont évolué. Tout a évolué en fait. Alors, vous avez parlé. Je reviens sur un point que vous avez évoqué il y a un instant sur l'intelligence artificielle. Vous dites que, évidemment, ça révolutionne. Alors, ça révolutionne pas que pour eux, je crois, pour nous tous, évidemment. C'est vraiment une révolution, tout à fait. Voilà. Et justement, comment vous observez ce rapport à l'intelligence artificielle que les jeunes ont aujourd'hui ? Parce qu'ils vont être totalement impliqués dans cette transformation du monde. Ouais, alors, par rapport à l'intelligence artificielle, leur première inquiétude, c'est de rentrer dans des parcours de formation qui ferait qu'ils se forment pour un métier qui pourrait disparaître avec l'IA. Ah oui, donc une perte de temps, en d'autres termes. Une perte de temps, et que même nous, les plus adultes, on ne sait même pas quels métiers encore vont disparaître avec l'IA. Donc ça, c'est une de leurs angoisses. Parallèlement, ils se servent de l'IA. Bien sûr. C'est-à-dire que même pour leur orientation, mais ils ont besoin quand même d'avoir des sources fiables. C'est-à-dire que c'est leur avenir. Donc leur avenir est stressant. On va s'intéresser maintenant au groupe L'Étudiant. Laurence l'a dit en lancement, créé en 1972 par René Sylvestre, le journal L'Étudiant ainsi que les salons étaient devenus, pour des millions de jeunes, on en a fait partie, une source de référence, évidemment, pour choisir notre orientation à l'époque, mais aujourd'hui, c'est devenu également une source d'information pour la plupart des jeunes. C'est quoi le parcours du journal L'Étudiant, justement ? Alors, de l'époque, maintenant c'est devenu un groupe. Oui, on a, depuis 72, donc on a plus de 50 ans aujourd'hui. Oui. Le groupe L'Étudiant a plus de 50 ans. L'Étudiant a été pionnier. Aucun média d'orientation n'existait à l'époque. Il n'y avait rien pour les jeunes. Le marché n'existait pas. Donc L'Étudiant a été le premier à créer des magazines, des guides. Le premier à construire le concept des salons. Ça n'existait pas. Le premier à faire des classements. Et aujourd'hui, on s'est sans cesse réinventé en permanence pour suivre les évolutions des usages, les évolutions du monde, pour construire des produits au plus proche de leurs préoccupations. Et on est toujours leader aujourd'hui. Vous êtes toujours leader. En 2019, vous décidez d'abandonner les versions papier du magazine. Ça, c'est l'évolution technologique, digitale. Nos lecteurs étaient déjà sur notre site. Du coup, le digital prend la place du papier et vous devenez donc un vecteur principal d'information à travers ce digital avec 4,9 millions de visiteurs uniques par mois. C'est colossal quand même. C'est colossal, et si on cumule toutes nos audiences, aujourd'hui on a 60 millions de points de contact par an. Donc on a un média très puissant pour toucher les jeunes et leurs familles, sachant qu'on a également les parents sur nos audiences. On a à peu près 35 à 40%, 35% sur notre site internet, 40% sur nos salons. Donc les parents se préoccupent aussi de plus en plus de l'avenir de leurs enfants. Et les salons, vous venez d'en parler, je précise que vous en organisez 110 quand même également par an, ça fait 1 million de visiteurs. Là aussi on a des chiffres quand même qui sont importants. On a des chiffres importants et puis c'est un véritable... En fait, L'Étudiant a plusieurs supports, effectivement. Il y a le digital et les salons, mais on est sur plein de points on est sur multicanal, en fait, sur les réseaux sociaux, sur le site. On anime tous ces jeunes et on les accompagne tout au long de l'année en leur apportant des décryptages, en les rassurant, en les inspirant pour leur avenir. Eh bien, on suivra ça dans les prochaines semaines et les prochains mois pour voir comment le groupe L'Étudiant évolue également. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Christelle. Merci, président de L'Étudiant. Ça nous rappelle nos jeunes années, mon cher Thomas. Allez, les essentiels de l'entrepreneuriat, c'est parti. Bruno, le spécialiste des fournitures et de l'équipement pour les professionnels, présente
Sud Radio, Osez entreprendre, les essentiels de l'entrepreneuriat. Et c'est avec notre avocate Caroline Laverdé. Bonjour Caroline, enchantée. Et vous allez nous parler de l'arnaque aux faux clients. Absolument Laurence, Caroline. L'arnaque aux faux clients, c'est une escroquerie de plus en plus courante et qui vise principalement les professionnels et les entreprises de services. Elle repose, soyons très clairs, sur 2 modes opératoires bien rodés pour détourner les fonds ou les marchandises de l'entreprise. Mais quels sont les mécanismes justement que vous pouvez nous décrire là-dessus? Eh bien, sachez, mon cher Thomas, que le premier mode opératoire de l'arnaque consiste en un détournement de marchandises. Le professionnel répond à une demande de l'un de ses clients habituels et peu avant la livraison de la marchandise, un email l'informe d'un changement d'adresse de livraison. Le fraudeur qui a usurpé l'identité du client de l'entreprise récupère alors la marchandise. Mais on peut s'apercevoir que cette arnaque aux faux clients peut aussi prendre une autre façon d'être, une autre version. Tout à fait. Le second mode opératoire est plus sophistiqué. Après avoir validé un devis, le faux client prétend avoir envoyé un paiement supérieur au montant du devis et demande un remboursement rapide. L'entreprise lui renvoie la somme et s'aperçoit ensuite que les fonds n'avaient finalement jamais été crédités sur son compte et bien sûr, plus de nouvelles du faux client. Alors comment on peut se prémunir face à cette arnaque? Eh bien, quelques précautions permettent de limiter les risques, vérifier l'identité du client, confirmer son authenticité via des sources officielles, exiger un acompte, refuser les paiements douteux et préférer des moyens de paiement sécurisés qui n'impliquent pas d'intermédiaires inhabituels. Et posons-nous maintenant la question de savoir qui est concerné par cette arnaque. Eh bien, les arnaques aux faux clients ciblent aussi bien les indépendants, les PME que les grandes entreprises. Les professionnels qui travaillent sur devis et avec une clientèle variée sont particulièrement vulnérables. Il faut donc signaler toute tentative de fraude à la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, la fameuse DGCCRF, et porter plainte si vous êtes fait arnaquer. Merci Caroline. Merci beaucoup pour Merci tous ces conseils. Et Thomas, on se retrouve dans quelques instants, bien sûr, avec Osez Investir pour parler d'investissement immobilier rénové. À tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio, Osez entreprendre, Thomas Binet. Avec OK Business, les spécialistes de la transaction de commerce et d'immobilier d'entreprise qui accompagnent les entrepreneurs dans le développement de leurs projets.